Bonjour à tous, moi, je suis Ludovic Meuret, je suis infirmier anesthésiste au CHU de Rennes. Donc, bienvenue au lundi du rat, c'est le webinaire mensuel du groupe RAR, Recherche en anesthésie et réanimation rennaise. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Adrien Bougerolles, qui est médecin anesthésiste au CHU de Rennes. Il va nous présenter aujourd'hui le magnésium en analgésie périopératoire, quoi de neuf? Alors, vous pourrez bien sûr lui poser vos questions via le chat ou après sa présentation directe ou comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, en attendant, je vous demanderai, mais vous l'avez tous fait déjà, de bien couper vos micros pour qu'on puisse enregistrer cette présentation sans bruit parasite. Donc c'est parfait. Donc je passe tout de suite la parole au docteur Adrien Bougerolles, le temps de faire le partage d'écran. Alors, bonsoir tout le monde. Merci Ludo. Parfait. Donc, je m'appelle Adrien Bougerolles, je suis médecin anesthésiste au CHU de Rennes en chirurgie digestive et au bloc des urgences. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, je vais vous parler du magnésium, qui était un cation un petit peu oublié, qui revient pas mal à la mode là depuis quelques temps. On en parle de plus en plus. Quelques rappels rapides, ou rappels ou pas d'ailleurs, de physiologie. Donc, c'est quand même le quatrième élément le plus important dans le corps humain. À l'âge adulte, on en possède entre 20 grammes et 28 grammes. Les apports recommandés sont assez variables en fonction des sources qu'on regarde. Donc ça va de 240 à 370 mg d'éléments magnésium. Je vous ai mis un petit rappel des conversions en dessous. C'est le deuxième cation intracellulaire après le potassium. Il a une répartition qui est essentiellement osseuse pour plus de 50%, musculaire pour un quart et seulement 0,3% sa forme plasmatique, avec des normes qui vont de 0,75 mmol par litre à 0,95. Il y a une régulation qui est un petit peu analogue à celle du calcium, une absorption intestinale et une élimination et réabsorption au niveau rénal. Et il y a un échange possible pour réguler le tout avec le pool de l'organisme, donc essentiellement au niveau des os, qui représente donc la moitié du stock, et donc 30% environ est mobilisable. C'est un cofacteur ubiquitaire de plus de 600 enzymes, possiblement activateur de 200 enzymes supplémentaires, participe au contrôle de nombreux canaux ioniques, notamment via un effet antagoniste des canaux calciques, qui est important, on va y revenir. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est son action sur le récepteur NMDA, puisque c'est un inhibiteur du récepteur NMDA, et il agit à plusieurs niveaux. Là, on le retrouve ici, à ce niveau-là, c'est lui qui ferme le canal à l'état basal, en fait. Donc c'est un bloqueur physiologique. Il a une inhibition également présynaptique via son effet inhibiteur calcique, et il diminue également l'excitabilité du récepteur NMDA. Les autres utilisations avec des rappels de posologie, c'est comme antiarythmique dans la torsade de pointe, on fait 2 grammes sur 1 minute. La prééclampsie, évidemment, 4 grammes sur 30 minutes, puis 1 grammeur pendant 24 heures. Plus controversé avec des études un peu plus variées sur la fibrillation atriale, en chirurgie cardiaque, non cardiaque ou au soins intensifs en réanimation, avec des doses très variables, c'est assez controversé. Et éventuellement l'asthme aigu grave, c'est aussi plutôt en pédiatrie, c'est pareil avec des posologies un petit peu différentes. Donc qu'en est-il pour son utilisation sur l'analgésie périopératoire? Dans la littérature, on retrouve à peu près toujours les mêmes protocoles, 30 à 50 mg kilo en dose de charge, éventuellement suivi d'une administration en continu à environ 10 mg kilo heure. Donc, en 2023, comment faire un topo sans demander son avis à l'intelligence artificielle? Donc, j'ai demandé à ChatGPT qui pouvait me dire sur l'utilisation du magnésium pour l'analgésie périopératoire, et il est un peu flippant quand même, parce qu'il dit qu'il y a des études qui ont examiné la chose, qu'il y en a certaines qui montraient qu'il y avait un intérêt pour réduire la douleur et la consommation d'analgésiques, mais que c'est pas très concluant, qu'il n'y a pas de consensus, et qu'il faut en parler à son médecin. C'est quand même pas complètement stupide. On va regarder ce qu'il en est dans la littérature. Alors, la littérature n'est pas extrêmement riche, mais il y a quand même quelques méta-analyses. Celle-ci, c'est une des plus connues, elle a une dizaine d'années. Elle a repris 20 études, randomisées, plus de 200 patients, magnésium par voie systémique versus placebo, et il regardait la douleur précoce à 4 heures, puis au mouvement, et la douleur tardive à 24 heures, au repos puis au mouvement, ainsi que les consommations de morphine cumulées sur les 24 premières heures. Donc les résultats
Voilà, donc pour la douleur précoce au repos, on économisait 0,7 points de VA. C'était non significatif pour la douleur précoce au mouvement. On économisait 0,3 points, 0,4 points pour la douleur tardive en EVA au repos et moins 0,7 pour la douleur tardive au mouvement. Donc c'était pas très concluant. Par contre, on avait une très belle épargne morphinique. On économisait plus de 10 mg d'équivalent de morphine IV sur les 24 premières heures. Même année, il y a une autre méta-analyse qui est sortie, un petit peu plus d'essais. Là encore, essai randomisé, magnésium systémique versus placebo, 1400 patients. Et ils retrouvaient des résultats similaires. Il y avait pas mal d'études en commun dans les deux méta-analyses. 7,6 mg de morphine IV économisé sur les 24 premières heures. Une autre méta-analyse un peu plus récente, qui reprend également, bien évidemment, les mêmes études que les deux précédentes. 51 études, 3300 patients, là encore, essai randomisé, magnésium systémique versus placebo. Et on regardait la consommation cumulée de morphine sur les 24 premières heures et le délai de recours au premier antalgique. Là encore, les résultats étaient plutôt en faveur du magnésium. Hein. Un peu plus de 5 mg de morphine IV économisé sur les 24 premières heures et un délai de recours pour le premier antalgique qui était bien allongé, parce qu'on gagnait quand même quasiment plus de 2 heures. Alors, je vais pas m'étendre sur toutes les études qui sont en faveur du magnésium, parce qu'il y a un très beau topo qui a été fait par un camarade de Toulouse sur Sphare TV il y a un petit peu moins d'un mois, qui reprend toutes ces études, qui en reprend d'autres également, qui sont aussi intéressantes, notamment des études sur la chirurgie séquentielle de genou, donc une prothèse, et puis à quelques semaines d'intervalle, une autre prothèse de genou. Et là encore, le magnésium montre un intérêt certain. Il s'était également attelé à regarder les études dans magnésium et anesthésie loco-régionale périmédulaire notamment, avec la conclusion qui est celle de la SPHAR que c'est non recommandé parce que clairement on ne sait pas très bien ce qu'on fait et que ça a un avantage, un bénéfice qui est extrêmement limité, donc pour l'instant pas du tout recommandé. Donc moi je me suis vraiment attelé à regarder le magnésium par voie systémique et je me suis demandé, puisque ça a quand même un intérêt qui a l'air d'être vraiment bien sur les parts morphiniques et la douleur. Je rappelle quand même qu'il y a un niveau de preuve qui est très faible parce qu'il y a une hétérogénéité statistique entre les études qui est extrêmement importante. Il y a des très vieilles études, des protocoles d'administration de magnésium qui sont très différents, des protocoles d'anesthésie qui sont très différents, des critères de jugement qui sont là encore différents. Donc pour toutes ces raisons-là, la littérature montre un intérêt, mais avec un niveau de preuve qui est un petit peu faible. Néanmoins, c'est une molécule qui est très accessible et peu onéreuse. Donc pourquoi on la ferait pas à tout le monde? Donc j'ai regardé un petit peu s'il y avait des risques. La contre-indication dans le Vidal, c'est l'insuffisance rénale chronique sévère avec un DFG inférieur à 30. Et méfiance si pathologie neuromusculaire ou avec l'utilisation des cures rares, puisqu'il y a une interaction avec la plaque motrice. Ça diminue le relargage de l'acétylcholine et ça diminue la sensibilité de la plaque motrice à l'acétylcholine. J'ai regardé ce qui on retrouvait comme éventuelle dangerosité dans les méta-analyses dont on a parlé précédemment. Dans celle de 2013, là, il nous précisait juste qu'aucun des 20 essais rapportait de manifestations cliniques graves. Il y a une étude qui a regardé les incidences de bradycardie qui étaient non significatives et une étude qui a regardé les incidences des hypotensions qui étaient non significatives. Pas très probant. Donc j'ai regardé, moi, s'il y avait des cas graves d'intoxication intraveineuse dans la littérature. La bonne nouvelle, c'est que c'est difficile à trouver, donc c'est que ça doit être quand même assez rare. Alors, pardon, il y a encore ça, ouais, si j'avais regardé aussi l'autre méta-analyse de 2020, pardon, j'avais oublié, qui eux relevaient, pareil, pas de complications graves, mais néanmoins, ils avaient regardé les dosages post-opératoires de magnésiémie qui étaient augmentés. Donc, je m'étais dit, est-ce que c'est quand même dangereux ou pas? Donc, dans les case reports qu'on trouvait dans la littérature, c'est des vieux case reports, c'est toujours dans la même situation, c'est les prééclampsies. Donc, c'est des administrations qui sont accidentelles, avec des conséquences quand même assez graves, hein, asystolie, fibrillation ventriculaire, des apnées. Et donc, j'ai regardé les doses qui étaient faites pour savoir si nous, on était quand même plutôt en sécurité. C'est des grosses doses, hein, 20 mg, 20 mg, 10 mg, administrés dans un temps assez court. La bonne nouvelle, c'est que dans ces case reports-là, il y avait toujours une issue qui était bonne à la fin. Donc, j'ai continué à chercher. Je me suis intéressé à ce qui se faisait, du coup, dans un domaine où on utilise beaucoup de magnésium. Donc, c'est en obstétrique. Et donc là, il regardait l'intérêt du magnésium comme tocolytique. Donc, c'était une revue de la Cochrane qui est assez récente, 2015. Il regardait l'efficacité et la sécurité.
Alors là encore, un petit peu décevant, parce qu'il n'y avait que 3 essais randomisés. Ça faisait quand même 360 patientes. Il y avait ils ont fait 2 groupes, faible dose, 4 grammes en dose de charge, puis 2 grammeurs, plus ou moins augmenté à 1 grammeur au bout d'une heure si efficace. Et deux posologies différentes pour la forte dose qu'ils ont regroupées en un groupe, 4 grammes puis 5 grammeurs, là encore augmenté à 1 grammeur au bout d'une heure, et 6 grammes en dose de charge puis 2 grammeurs. Donc ça commence à être des doses assez importantes, hein, pour rappel. Qu'on retrouve dans la littérature pour l'analgésie péropératoire, c'est 50 mg kg. Là, on est sur des poids moyens clairement au-dessus. Alors, il y avait plus d'effets secondaires dans le groupe forte dose. Les effets secondaires qui étaient rapportés, c'était des flushs, des maux de tête et des nausées. Pas non plus des effets secondaires très graves. Mais il précise quand même qu'il n'y avait pas de données spécifiques sur les morts maternelles, les arrêts cardiaques, les hypotensions ou les arrêts respiratoires. On peut espérer que s'il y en avait eu, il les aurait rapportés. À noter quand même 2 cas d'œdème aigu pulmonaire sur 82 dans une étude, non significative du fait de la faible taille de l'effectif, qui était dans le bras forte dose, donc c'était 4 grammes en dose de charge, puis 5 grammeurs. Donc il faut probablement faire attention aux fortes posologies, même chez des jeunes patientes comme les patientes d'obstétrique. Et je suis quand même posé la question de qu'en est-il chez des patients un peu plus âgés ou un peu plus comorbides, qui correspond plus aux patients qu'on fait nous en CHU, en chirurgie générale. Alors j'ai trouvé cette étude qui est intéressante, date de 2020, et qui s'intéressait aux patients qui faisaient des AVC. C'était donc un essai randomisé multicentrique, plus de 1100 patients, magnésium par voie systémique intraveineuse versus placebo. C'était débuté dès le préhospitalier, dès la suspicion d'AVC en fait, avec un protocole assez intéressant. Il faisait 4,81 grammes, c'est extrêmement précis, en dose de charge, puis 16 grammes sur 24 heures versus un placebo débuté pareil en préhospitalier et continué en périhospitalier. Il a gardé les incidences des complications cardiaques. Alors pourquoi 4,81 grammes? C'est parce qu'ils faisaient un vrai bolus de 0,81 grammes. Puis ils enchaînaient sur une perfusion de 4 grammes restant sur un quart d'heure. Et ils enchaînaient ensuite sur 16 grammes par 24 heures. Qui correspond grosso modo aux doses qu'on fait nous en anesthésie pour l'analgésie périopératoire, à savoir 50 mg kg. Et les 16 grammes par 24 heures, ça fait à peu près 0,8 mg kg/heure pour des poids moyens. Ils ont regardé donc l'incidence de la fibrillation atriale des novo, l'incidence des bradycardies, l'arrêt cardiaque, infarctus du myocarde, tachycardie ventriculaire, angor et arrêt respiratoire. Et ce qui ressortait, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes, sachant que eux, évidemment, ils cherchaient à montrer un éventuel effet protecteur sur la survenue de complications cardiaques graves. Donc il n'y avait absolument aucune différence et absolument aucune tendance en fait entre les deux groupes. La seule chose qui ressortait, c'était que les patients plus vieux étaient plus à risque de complications. J'en ai conclu à ça en fait, hein, c'est que les effets secondaires, ils ont l'air graves, en tout cas ils ont l'air vraiment extrêmement rares, même chez des populations âgées et comorbides qu'on peut retrouver nous dans nos blocs de chirurgie générale de CHU, et qu'il n'y a même pas d'effet grave, même à des posologies supérieures à celles utilisées couramment pour nous pour l'analgésie périopératoire, à savoir 30 voire 50 mg kg, plus ou moins poursuivi d'une administration continue. Donc, en conclusion, la littérature a l'air d'être plutôt en faveur d'une épargne morphinique et d'une diminution de la douleur périopératoire, qui vient bien confirmer notre pressentiment qu'on a en pratique clinique tous les jours. On a l'impression que ça marche bien, hein, au doigt mouillé. Ça en fait un bon candidat supplémentaire dans l'arsenal de l'épargne morphinique et de l'anti-hyperalgésie. A priori plutôt safe, hein, puisqu'on a du mal à trouver des effets secondaires graves, même à des posologies supérieures à celles qu'on utilise couramment pour l'analgésie périopératoire, tout en respectant bien les situations à risque, à savoir les pathologies neuromusculaires et l'utilisation des curares, du fait de son interaction avec la plaque neuromusculaire. Et qui a une belle place, je pense, pour faire des études
une belle étude bien protocolisée pour savoir si ça a vraiment un intérêt, ce qu'on presse sur nous, et savoir si c'est bien sécure. J'étais plus rapide. Je vous remercie. Adrien, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante là, sur un sujet d'actualité, même si on voit qu'il y a eu beaucoup de méta-analyses récentes. Il y a eu également des études beaucoup plus anciennes, donc on voit que c'est une molécule qui, comme beaucoup d'autres en anesthésie, est apparue, puis a disparu, puis est revenue un petit peu plus dans nos blocs opératoires il y a quelques années. Donc pour quelques questions déjà pour commencer. Je voulais savoir un petit peu en post-opératoire. Donc le magnésium, on peut le commencer au bloc opératoire, on peut également en faire seulement en post-opératoire ou les deux. Si on le fait en réveil, à quel moment faut-il le faire? Est-ce qu'on l'anticipe un petit peu comme on fait les antalgiques post-opératoires un peu en avance? Est-ce qu'on le fait en réaction s'il y en a quelqu'un qui n'est pas soulagé avec des doses importantes de morphine? Qu'est-ce que tu préconiserais? Alors la littérature n'est pas extrêmement claire là-dessus. Regarde, dans les méta-analyses, c'est essentiellement des doses de charge qui sont faites soit en début d'induction, soit après l'induction. C'est extrêmement variable, donc avec des posologies transitoires. Toutes les études font pas des administrations continues derrière. Il y en a qui font administration continue per-op, puis il y en a qui continuent en post-op. J'ai pas vu grand-chose de passer vraiment sur le post-opératoire pur. On a l'impression qu'en rattrapage, ça a l'air de fonctionner. Alors là encore, c'est du doigt mouillé. Hein. On n'a pas de vraies données claires dans la littérature pour ça. Moi, je le fais à visée anti-NMDA, donc je le fais tôt. Je le fais dès le début, juste après l'induction, per-induction, en disant bloquer la voie NMDA avant toute stimulation douloureuse et avant l'utilisation de morphinique. Alors, puisqu'on parle de son action anti-NMDA, est-ce que c'est possible de le faire un autre anti-NMDA en même temps? Ou alors, si tu n'en fais qu'un, pourquoi est-ce que tu optes plutôt pour le magnésium ou pour un autre? On peut clairement toujours faire d'autres anti-NMDA. Il y a des études, des toutes petites cohortes, qui montreraient un effet synergique avec la lidocaïne. Et j'en ai passé une aussi avec la kétamine, qui ne montrait pas forcément d'effet synergique, en tout cas pas d'effet dysynergique. Donc je vois pas pourquoi on taperait le plus fort possible sur la voie NMDA. Est-ce que ça nécessite une surveillance scopée quand on a fait un bolus de 3 grammes de magnésium à un patient? Est-ce que tu conseillerais, toi, même s'il n'y a pas, la littérature n'est pas fortement... Au vu des effets secondaires, même s'ils sont rares, ils sont quand même potentiellement graves. On voit que c'est des troubles du rythme, c'est des arrêts cardiaques. Donc je pense qu'il faut c'est ce qu'on s'était dit nous au CHU de Rennes, qu'on le limitait au opératoire ou en salle de réveil et qu'on ne le faisait pas dans les services standards. D'accord. Très bien. Donc, à limiter à un patient qui sera scopé au bloc en soins intensifs, en salle de réveil, mais pas dans les services. Okay, d'accord. Moi, j'avais encore une question sur donc, tu as noté là, il y avait beaucoup d'études qui montraient qu'il y avait une baisse de la consommation de morphine qui était significative, et cliniquement significative, pas juste statistiquement, sans qu'il y ait une baisse de l'EVA. Comment est-ce qu'on explique ça? Alors, les EVA étaient peut-être déjà basses. Déjà basses, on est très bon, et on voit, je vais rajouter aussi qu'on voit qu'entre 2013 et 2020, l'épargne morphinique est de moins important, je pense qu'on est meilleur qu'avant. Peut-être que ça aurait vraiment un intérêt chez des malades plus sélectionnés, soit des toxicomanes, soit des douleurs chroniques, ou des chirurgies au potentiel de douleurs post-opératoires. Après, effectivement, sur l'EVA, ça marche quand même, hein. C'est vrai que c'est pas très très probant. D'accord. Donc, oui, donc c'est ce que je voulais te poser après, c'était juste sur quelle population vraiment le magnésium peut vraiment avoir un intéressant. Enfin, voilà, je pense effectivement à toutes les populations, les douleurs chroniques, les chirurgies au potentiel douloureux et les toxicomanes, ceux chez qui on a envie de bloquer vraiment la voie NMDA. Alors, tu as déjà répondu pendant ton topo sur l'utilisation du magnésium en tant qu'adjuvant donc dans des ALR, donc ça apparemment c'est niet. Ça n'a pas l'air très efficace, donc là je vous renvoie encore, il y a un topo qui est très bien fait sur STAR TV qui date d'il y a 3 semaines, un collègue de Toulouse. Lui il aborde toute cette partie-là que moi j'ai pas abordé parce que c'est nous recommandé par l'ASPAR et qu'effectivement dans ce qui ressortait des études qu'il présentait lui, c'est que l'intérêt quand il est très modéré et pour le coup avec des risques qui sont non négligeables en fait. Avec des vrais arrêts respiratoires, notamment sur des rachis. Avant qu'il y ait d'autres essais et d'autres preuves, plutôt non. Plutôt non. Alors donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi? On parlait
On parlait beaucoup de LOFA, donc opioid free anesthesia. Est-ce qu'on pourrait faire de LOFA avec du magnésium? Bon, comme avec d'autres, dans un protocole global, le magnésium vient pas mal de l'OFA, hein, comme souvent. Toi, tu l'utilises dans ce cadre-là, ou est-ce que tu es plutôt dans une visée d'épargne plutôt que de sens total d'utilisation? D'épargne, je fais beaucoup d'OFA, je fais un peu moins d'OFA pur, mais je le fais à visée épargne morphinique, qui est vraiment dont je m'en sers avec la lidocaïne, avec la kétamine et avec les alpha-2 agonistes. Il fait partie vraiment du panel de l'arsenal. Si tu vois ça comme ça, c'est ce que j'en comprends, c'est d'après tout ce que tu as dit, ça s'ajoute à l'arsenal, c'est pas la solution à tout pour toutes les situations, mais c'est pas la solution à tout, mais c'est une arme supplémentaire. Pour personnaliser, encore une fois, le soin. Et puis c'est pas cher, c'est accessible et ça a l'air d'être quand même vraiment safe. D'accord. Alors, il y a peu de risques, il y a peu de complications, apparemment. Tu imagines une situation, tu as un patient qui est au réveil, l'infirmière est une jeune infirmière, peu expérimentée en tout cas en SSPI, et tu lui appelles parce que le patient il est déjà à 18 mg de titration de morphine, il n'a pas l'air d'être soulagé, et toi tu vas lui prescrire du magnésium. C'est une situation qui est réaliste. Elle te demande qu'est-ce que je dois surveiller. Moi je ne connais pas ce produit-là, je n'ai pas appris à l'école. Est-ce que je dois surveiller des choses particulières? Est-ce que je risque une bradycardie? Est-ce que je risque une tachycardie, des troubles de rythme? Le scope, effectivement, il faut que le bien-être soit bien scopé, et c'est effectivement les complications recherchées dans les études, mais qui sont rares. Donc, le bradycardie, des troubles du rythme ventriculaire éventuellement, des hypotensions, même si ça perd de ressortir. Et après, la surveillance classique du magnésium, mais à ces doses-là de 30-50 mg/kg, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'examiner les réflexes, notamment qu'on surveille chez les femmes prééclamptiques. On avait parlé aussi des apports quotidiens en magnésium, peut-être. Est-ce que la dose qu'on fait... alors moi j'avais pas recalculé, mais le topo de Source TV, il précisait qu'à 30 à 50 mg/kg, effectivement, on pourrait déjà les apports journaliers. Sachant que les apports journaliers, les recommandations dépendent en fait de la source qu'on utilise. Variable en fonction des pays, il n'y a rien de standardisé. Je ne sais pas si c'est vraiment précis ou pas. D'accord. Recherche. Oui, il y a de la place. Je voulais savoir s'il y avait des gens qui étaient en ligne, qui avaient des questions à poser. N'hésitez pas à ouvrir votre micro si c'est le cas. Je vois qu'il nous remercier de cette présentation. S'il n'y a pas de questions, on va conclure. Donc voilà, donc merci Adrien de cette présentation. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était très agréable, et puis je sais que ça se rajoute à aux journées de soins auprès des patients, bloc opératoire. Donc voilà, merci encore une fois d'être venu. Donc je vous donne rendez-vous le 27 mars à 18h. Ce sera pour le prochain lundi rare. Nous recevrons le docteur Sonia Islam, qui est médecin anesthésiste réanimateur en réanimation chirurgicale au CHU de Rennes. Elle nous parlera de la recommandation de pratique professionnelle qui est sortie de la SFAR, qui est sortie en 2022. Sur la prise en charge des patients qui présentent un traumatisme crânien léger. Question importante parce qu'on sait beaucoup de choses sur les traumatismes crâniens graves, ceux qui n'en ont pas, mais entre deux, souvent il y a un petit flou organisationnel. Donc en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.rare.bzh, sur nos réseaux sociaux également. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.